On passe la parole à Sami Bari. Euh, voilà, je pense qu'il a encore beaucoup de choses. Il a évolué depuis ces 2 ans. On lui a donné son prix. Je crois qu'il a beaucoup évolué. Je vois en plus que son entreprise a changé de nom, etc. Et avec un science, il faut lui apprendre l'orthographe parce que ça va pas, hein, il y a un problème. Bonjour à tous et merci pour la. Ouais, parfait. Merci pour la petite introduction. Vous m'entendez bien? Oui, je vais crier alors, il n'y a pas de souci. Merci pour l'introduction et merci pour l'invitation. Chapeau bas, docteur Cofinal, qui arrive à organiser des réunions d'intérêt comme ça, collectif pour moi, pour nous tous ici. Je vais essayer de rester accessible. Je vais vous proposer un petit tour d'horizon, différentes applications d'IA générative en chirurgie. N'hésitez pas à m'interrompre si ce n'est pas extrêmement clair, sinon les questions à la fin. Euh, je suis, donc, comme il l'a dit, je suis belge. Je me suis perdu à Marseille et je suis en partance vers la Californie. Je suis neurochirurgien. Je pense qu'on a un petit souci pour passer les slides. Et donc, il s'avère que dans mon parcours académique, j'ai développé une spin-off qui s'appelle Science avec une faute d'orthographe, comme l'a très bien souligné le docteur Couffignal, qui est une start-up qui vise à développer des solutions d'intelligence artificielle pour le support de la recherche ouverte et décentralisée. Et évidemment, vu ma pratique neurochirurgicale, j'ai un intérêt particulier pour les applications biomédicales et chirurgicales. Alors, ça tombe bien parce que je me doute que on est tous intéressés en IA, on n'a pas tous la connaissance et la culture, même si les choses évoluent fortement grâce à des efforts comme ceux de l'académie que euh, je suis heureux enfin, dans lesquels je suis heureux de contribuer. Et donc, quand même, une idée un peu globale de l'IA. On a ici sur le côté des applications d'IA. Au centre, vous avez les technologies. Comme mon prédécesseur l'a évoqué, il y a quand même une grande différence entre l'IA, le machine learning, le deep learning. Ce sont différents types de technologies sur lesquelles on n'aura pas le temps de discuter. Et puis après, l'IA générative. Qu'est-ce que l'IA générative L'IA générative est une IA qui vise à générer de l'information, contrairement au paradigme plus conventionnels avec lesquels on est plus habitué d'IA discriminative et qui font ensuite plutôt au machine learning traditionnel. On a un problème qui précède l'IA. C'est un problème global de la pratique médicale et encore plus probablement chirurgicale, euh, n'en déplaise aux cliniciens purs, mais ici je suis à la maison donc je peux me permettre de le dire, c'est qu'on a une source d'information majeure, hétérogène. On a été formé avec des livres de référence, on se tient au courant de la littérature scientifique. Et puis quand on doit intégrer, articuler cette information, on ne peut compter jusqu'à récemment que principalement sur nos capacités cognitives et elles ne peuvent tenir le coup face à l'abondance et le big data constant de notre ère. Et ce challenge de technologie d'information, il est encore plus particulier à la chirurgie parce qu'on a des demandes qui sont spécifiques, des enjeux qui sont majeurs, les choses avancent vite et les données sont extrêmement riches. Et ça, c'est évidemment, vous allez me dire, la vérité pour toute la médecine. Mais en chirurgie, on a la médecine, on a la clinique, on a l'anatomie, on a des données techniques, on a énormément d'informations à être capable d'intégrer. Alors, on a tous entendu parler de l'avènement des modèles génératifs commerciaux. Ils ont leurs limites. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que là, je pense qu'on est tous assez acculturés. Leurs principales limites, ce sont des modèles black box pour les modèles commerciaux et ils travaillent à travers des interfaces de chatbot. Ces problèmes sont évidemment assez conséquents lorsqu'on veut les mettre en pratique, lorsqu'on veut les utiliser. Et puis, je pense que, et c'est ce que m'a demandé le docteur Couffignal, je pense que d'un point de vue stratégique, il y a des questions majeures à se poser pour lesquelles je vais conclure, des questions de souveraineté digitale on va discuter ensemble si on en a l'occasion. Donc nous, ce qu'on a fait au niveau de Science, c'est qu'on a développé une infrastructure qui s'appelle Neura. Cette infrastructure part de l'approche du paradigme black box que vous voyez sur la gauche, question, un modèle de langage large pour lequel on a très peu d'informations sur le fonctionnement réponse. Et si vous voulez, on construit autour toute une architecture qui nous permet de déployer ces intelligences artificielles sur des corpus de données, d'informations que l'on a validées, qu'on a sélectionnées, qu'on a éprouvées.
avec une approche longitudinale, une mémoire à court terme, une mémoire à long terme dans notre interaction avec ces modèles. Trois grandes applications, une application clinique, une application de recherche et évidemment une application d'éducation. Je vais vous donner quelques exemples, des exemples aussi éprouvés de mon groupe principalement, qui ont fait l'objet de publications scientifiques que vous pouvez retrouver et que vous pouvez analyser à votre guise. Clinique. Ici, on a fait une petite étude intéressante. On a challengé des neurologues. Je vous laisse regarder les deux radar charts. Euh, on a en fait participer une IA de manière totalement subtile et inattendue, on va dire, pour les reviewers. Et on a demandé à une cohorte d'une vingtaine de neurologues de pratiquer des diagnostics différentiels complexes ainsi que des diagnostics finaux sur des cas cliniques extrêmement euh, intéressants. Et en fait, une IA participait à cette étude. Donc les reviewers n'étaient pas au courant. Et vous pouvez voir ici les résultats en bleu, c'est l'IA, en rouge, c'est les neurologues. Le trait vert est le meilleur neurologue avec les points verts, le meilleur score de neurologue. Et vous pouvez voir qu'il y a des choses intéressantes à discuter avec une très bonne performance de l'IA dans ce paradigme lorsqu'elle est évaluée de manière aveugle et lorsqu'elle est déployée de manière certaine avec une approche qui est différente de celle des applications commerciales qui sont, comme l'a dit mon prédécesseur, pas adaptées à l'heure actuelle pour ce genre de pratiques, en tout cas celles qui sont accessibles aux tout venants. Alors pour la chirurgie, vous allez me dire, parce que les neurologues, c'est sympa, mais nous, on est des chirurgiens. Euh, un cas d'exemple assez concret qui va parler à tous les chirurgiens auxquels j'ai réfléchi. Euh, on a par exemple déployé une intelligence artificielle spécialisée dans le triage dans un service d'urgence belge académique. On a pris les 24 heures du service d'urgence les plus intensifs de l'année. Et en fait, on a simplement demandé à notre modèle, sur base de l'information clinique initiale de présentation du patient, à l'anamnèse du médecin, ses paramètres vitaux, les plaintes du patient. On lui a demandé de nous faire un top 5 des diagnostics les plus probables selon l'intelligence artificielle. Top 5 du diagnostic qu'on a confronté évidemment à l'outcome, donc au diagnostic final qui lui a été posé par les médecins urgentistes de ce service sur base de l'information clinique totale, donc les examens complémentaires, la biologie, et puis qui a été surtout validé aussi de manière indépendante et aveugle par des experts de médecine d'urgence qui ont confirmé ou infirmé le diagnostic qui avait été posé en salle d'urgence. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait quand même plus de 60 à 70% de prédiction du diagnostic par l'intelligence artificielle. Et si vous regardez ici le petit encart orange, pour nous en tant que chirurgiens, les cas chirurgicaux extrêmement, on va dire, adaptés à une intelligence artificielle. Probablement parce qu'ils ont des présentations cliniques plus stéréotypées, probablement parce que la prise en charge, le management est aussi de manière plus limpide, facilement définissable, là où certains cas de médecine interne restent ambigus jusqu'à la fin de la conclusion de la médecine d'urgence, voire parfois dépendent de mise au point en salle de médecine interne, et on n'a pas la réponse effectivement ultime. Donc je pense que nous, en tant que chirurgien, on peut déjà remarquer qu'une application clinique intéressante qui peut nous soulager potentiellement dans un futur proche, et certains groupes l'ont déjà implémenté, c'est le triage de nos urgences, dans une certaine mesure, évidemment, avec toujours une surveillance médicale humaine. Le deuxième cas, la recherche. Alors, ça, c'est intéressant parce que l'IA, on n'a pas attendu l'IA générative et l'avènement des grands modèles de langage pour avoir cette idée que l'IA pouvait automatiser la découverte scientifique. Et probablement automatiser la découverte scientifique regardant les pratiques les plus banales et les plus embêtantes de notre pratique de chercheur, c'est-à-dire l'analyse de données brutes, etc. Donc, si vous regardez sur la gauche, c'est intéressant, c'est un très vieux papier des années j'allais dire 70 en tant que bon belge, mais des années 70 de Stanford, où déjà les chimistes faisaient de la prédiction de conformation moléculaire. Et ça date de 50 ans, voire allez, 40 ans avant AlphaFold, on a tous entendu parler. Et je veux dire qu'on n'a pas attendu l'IA générative pour y penser. Puis sur la droite, je vous ai mis un papier qui est sorti l'année passée,
où en fait on a tout un pipeline, tout un protocole, une démarche avec des agents d'IA, ce qu'on appelle l'IA agentique, qui en fait automatise plein d'étapes de la production et de la recherche scientifique. Et je pense que non, à l'heure actuelle, l'IA ne va pas avoir des idées qui nous dépassent d'un point de vue originalité et raisonnement de haut ordre. Mais par contre, si vous avez besoin d'une revue systématique de la littérature, si vous avez besoin d'aller chercher de l'information de manière efficace et rapide, l'IA est déjà un atout majeur dans votre pratique à l'heure actuelle. Exemple de mon groupe ici, on avait discuté d'un déploiement d'une infrastructure agentique pour le peer reviewing. C'est un problème majeur. On est tous constamment sollicités par des journaux de manière bénévole pour reviewer des papiers. En fait, il y a une grande partie du travail qui peut être pré-mâché par un système bien construit. Ici, on avait publié ça dans un papier majeur, un journal majeur de soins intensifs, de médecine de soins intensifs. Je pense que c'est quelque chose pour lequel on doit tous avoir connaissance et y penser parce que ce sont des grands obstacles à notre pratique clinique et à notre pratique de recherche au jour le jour, le fardeau administratif, les petites choses pour lesquelles on aurait besoin d'un assistant, on aurait besoin d'un support humain, mais on n'est pas en capacité, particulièrement dans nos contrées, j'ai envie de dire, européennes, d'avoir ce support constant. Ce support humain coûte une fortune. Donc, il y a un rôle à jouer là-dessus, extrêmement intéressant. Et alors le troisième cas, et là je suis content, parce que c'est le cas de l'éducation. Et j'avais présenté la dernière fois en fait une cohorte de neurochirurgiens, d'ORL, de chirurgiens TTQ, dans un contexte très particulier de ce qu'on appelle la stimulation du nerf vague. Et on les avait challengés, on avait aussi mis une intelligence artificielle dans la cohorte, et on les avait fait, en fait, on les avait pris dans un workshop de 48 heures avec des séances de chirurgie sur dissection de cadavres, avec un cours dédié, etc. Et ensuite, on avait demandé à ces chirurgiens de répondre à des questions techniques, anatomiques et chirurgicales sur le nerf vague, sur le device, sur la stimulation. L'objet, la technologie, etc. Et évidemment, ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'on avait eu des résultats de l'IA, de performance d'IA extrêmement impressionnant et aucun chirurgien ne tenait la cadence, on va dire, en termes de connaissances pures. Mais on avait aussi remarqué que pour les scénarios pratiques de chirurgie, etc., l'IA pouvait nous sortir des aberrations malgré notre capacité de personnaliser cette IA et de nous assurer qu'elle est la moins dangereuse possible dans ce contexte. Et là, ce que j'ai proposé, ce que je me suis dit, et je suis content parce que ça fait suite à ce que mon prédécesseur a montré, et la discussion de nos membres, c'est qu'en est-il de l'information du patient par l'IA? Parce que l'éducation des médecins, c'est une chose, l'éducation des chercheurs, c'en est une autre. L'éducation des patients, c'est tout autre chose. Et la réalité, c'est que, en fait, les patients n'attendent pas notre autorisation pour utiliser l'IA pour s'informer. Ici, je vous ai mis un papier de quelqu'un de mon groupe qui s'était intéressé dans le contexte des AVC malins aux soins intensifs. On fait, nous, les neurochirurgiens, une chirurgie qui est extrêmement délabrante, avec des résultats malheureusement souvent obscurs, d'hémicraniectomie pour pouvoir laisser de l'espace pour l'œdème cérébral. Bah, les patients ont énormément de questions dans ce contexte. Enfin, les patients, vous allez me dire, les patients, alors, ils ne sont pas en capacité d'avoir des questions, mais les proches des patients ont énormément de questions. Et donc, ils se posent des questions, et à l'heure actuelle, dans notre pratique, on le remarque déjà, ils se réfèrent à ChatGPT et consorts pour avoir des informations. La big technology ne va pas attendre non plus, hein. Ils développent leurs outils et c'est tout. C'est-à-dire que les outils sont développés, plus ils sont utilisés, mieux c'est. Ensuite, on réfléchit et on s'adapte et on optimise la manière dont ils sont utilisés. Et puis, l'information du patient, faut qu'on soit honnête aussi, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, qui est très demandant d'un point de vue cognitif, mais qui est le cœur de notre métier. Et donc, comment on va utiliser l'IA dans ce contexte? Je pense que c'est un très bel épitome de toutes les implications et la nécessité qu'on prenne le taureau par les cornes. À mon opinion, à mon humble avis, dans mon opinion, j'allais dire, euh, en tant que médecin, on doit être en capacité le plus rapidement possible et le mieux possible de développer, enfin d'avoir une capacité de guider le développement de ces outils
de pouvoir monitorer leur impact dans notre pratique clinique sur les patients. Et pour ça, on doit être acculturé. Pour ça, on doit être formé et on a un retard monstre. En tant que Belge, je peux le dire encore plus en Belgique, en France et dans nos contrées par rapport à d'autres pays où des profils hybrides existent et on doit prendre toutes les opportunités, on doit accélérer le tempo pour être en capacité de se former et de pouvoir avoir une voix qui porte et avoir aussi une capacité de définir les futurs, le futur de cette technologie. L'intelligence artificielle générative, c'est un outil incroyable, mais comme l'image assez simpliste le dit, elle nécessite un conducteur, elle nécessite une bonne carte, elle nécessite qu'on sache où on va. Euh, Ici, la vision que nous, on en a dans notre groupe, c'est que l'interface chatbot que l'on connaît tous n'est pas une interface adaptée pour notre pratique biomédicale. On pense plutôt à développer des approches agentiques, des approches avec des interfaces spécialisées extrêmement définies pour des applications précises. Et ces interfaces doivent toujours intégrer une capacité de monitoring, de surveillance par l'humain, que ce soit pour une application d'information aux patients, que ce soit pour une application d'éducation de nos plus jeunes confrères ou consoeurs, que ce soit pour supporter la recherche ou la décision clinique. Je vais proposer une solution parce que là, on a parlé de beaucoup de problèmes et ça va durer Ça, 3 c'est secondes. essentiel. Je pense que la voie, elle est ouverte, et je le dis de deux manières. Elle est ouverte parce que je pense qu'il y a une fenêtre de tir et une opportunité euh, qui est l'open source. Euh, Ici, je vous ai mis, c'est sorti l'année passée, les performances sur un benchmark assez connu, qui est le MMLU, qui est un benchmark médical. C'est sorti dans NPG Digital Medicine. Vous regardez, les points rouges sont les modèles propriétaires payants des grandes compagnies. Donc, les meilleurs modèles actuellement payants sont Anthropic, les modèles Claude 3 et les modèles évidemment de OpenAI GPT-4. Vous voyez les points verts, donc ce sont les modèles open source, ou en tout cas open source friendly. Llama de Meta, Qwen qui est chinois, qui appartient au groupe Alibaba. Et puis ce que vous voyez en orange ici, c'est Mistral et c'est français. En bas, vous voyez DeepSeek, on en a tous entendu parler. C'était le DeepSeek avant, le DeepSeek avec le reasoning. Mais quoi qu'il en soit, l'encart orange, Mistral français, Mistral est en train de devenir payant, attention. il devient payant. En fait, ils sont passés sur un modèle cloud, mais le modèle est open source. En tout cas, ce que je veux inciter là-dessus, même si c'est accessoire, c'est un modèle open source français. Ce que je voudrais juste conclure là-dessus, c'est qu'on a deux acteurs majeurs en France du développement de l'IA. On a Hugging Face, qui est une licorne. On a Mistral. Regardez quand vous allez regarder les partenariats industriels de Mistral dans le domaine de la médecine. Vous avez Mars pour les animaux, vous avez Pierre pour la cosmétique, et vous avez Synapse, je pense que je l'ai vu dans une de vos slides du professeur Caillé, qui est en fait un support, je pense, administratif. La porte est ouverte. Je pense qu'avec des personnes comme Dr Couffignal et l'Académie, etc., il faut discuter avec les acteurs français. Il faut les pousser, comme vous l'avez très bien dit, le modèle est payant. Il faut les pousser dans le retranchement pour développer des mini-modèles qu'on peut déployer sur nos ordinateurs pour lesquels certaines applications biomédicales sont c'est extrêmement suffisant. On n'a pas besoin d'avoir des grands modèles dans le cloud. Ça nous permet de régler des problèmes de souveraineté digitale. Ça nous permet de régler des problèmes d'accessibilité du coût. Et ça nous permet de travailler de manière efficace et de ne plus être tributaire de grandes compagnies qui vont nous vendre des parties d'algorithmes avec peu de transparence. Conclusion, si vous voulez continuer la discussion avec moi par mail, je serai très heureux. Et n'oubliez pas que c'est un problème qui date d'il y a bien longtemps. Je vous ai mis un livre historique de la cybernétique, aussi des années 40 ou 50. Ces discussions sont importantes et historiques et elles ne datent pas de l'avènement de ChatGPT. Merci. Bon. Mais merci Samy, pour deux raisons. La première, c'est qu'on voit que tu es au niveau, c'est-à-dire absolument actuellement où on en est, avec aussi une vision sur où est-ce qu'on doit aller. Et je pense que là aussi, il va y avoir des questions, mais c'est très important. Moi, je suis très sensibilisé au phénomène, si tu veux, de la souveraineté. La souveraineté, ça veut dire que les datas, si on ne sait pas les classer, si on ne sait pas s'en servir, on a un système centralisé de sécurité sociale, on peut sortir véritablement des datas significatives et compter, je veux dire, dans l'évaluation des pratiques, etc., sur le plan mondial. Il faut véritablement qu'on s'y mette. Alors on disait ça, on l'a. Ce qu'on n'a pas, c'est effectivement
les grands langages de modèles qui nous appartiennent, même s'il y a Mistral, les supercomputers, etc., et l'espace du cloud, etc. Tout est en train de changer. Je veux dire, ce qui vient de vous montrer est fondamental. On peut passer soit en utilisant, je veux dire, des fragments des larges langages modèles ou des small language models qui existent maintenant et qui nous permettent effectivement de créer culturellement. Et ce dont on a besoin, nous, c'est pas du génératif surtout. On a besoin du génératif appliqué avec des interfaces tout à fait, comme tu l'as dit, qui soient adaptées au métier que l'on fait. Donc je crois qu'actuellement, on a les moyens de cette souveraineté. Et ça va être un début du think tank, c'est-à-dire de dire on sait quelle est la boucle vertueuse qu'il faut arriver à faire, c'est-à-dire celle qui nous concerne, les datas, les registres, etc. Et celle qui concerne les politiques, c'est-à-dire on ne peut pas financer de l'innovation sans créer des marchés aux produits qu'on a créés, parce qu'on est en train d'appauvrir le pays et d'enrichir les autres. Et deuxièmement, on ne peut pas faire reposer la transformation de l'innovation digitale, de la médecine, de la chirurgie sur l'investissement des fonds propres des établissements de santé qui sont déjà déficitaires et qui n'investissent, qui ne peuvent investir que 3 ou 4% de leur budget, c'est-à-dire exactement ce qu'il faut pour être dans l'obsolescence totale. Oui. Juste un commentaire sur le financement des systèmes en open source par le secrétariat général pour l'investissement. Mistral a reçu un prix très important pour encourager justement la souveraineté sur l'IA française. Mistral, c'est vraiment le bijou français actuellement dans ce domaine. Et je crois que c'est un modèle sur l'idée de l'open source, parce que là, c'est tellement fondamental. Il faut absolument que, et quand on va descendre dans l'échelle de la chirurgie, par exemple, aidée par l'IA, avec la robotique, tous les logiciels sont propriétaires. Les algorithmes sont fermés. Et donc, si vous voulez travailler, même pour faire progresser le système, parce que vous pouvez apporter petite communauté par petite communauté, on peut apporter chacun sa pierre dans l'open source. Quand c'est fermé, c'est fermé. Et donc, ça veut dire que ça reste totalement propriétaire. Donc, c'est un énorme débat dans l'IA. Et je crois que tu as le mérite de pointer ce point, c'est fondamental. Juste de manière intermédiaire entre l'open source qui est fondamental, dans le fait de pouvoir créer, je veux dire, il y a toute la partie qu'on ne va pas discuter ici, qui est l'infrastructure qui est fondamentale. Hein. On passe du téléphone fixe au téléphone portable avec opératoire dans toutes les activités médicales, un accès en temps réel à des ressources qui doivent venir complémenter notre travail. Pour ce Lego-là, il y a une discussion, il participe avec le SNITEM, France Biotech, etc., de se dire, voilà, il y a les datas propriétaires de certains produits, les autres, ils ne l'ont pas, etc. Et de mettre des normes qui disent simplement, gardez votre système propriétaire, mais voilà les datas qui sont des datas de santé publique que nous devons avoir et qui doivent être systématiques. Je veux dire que vous devez systématiquement sortir. Voilà. Et avec ça, on peut construire le Lego derrière pour assembler les pièces à chaque niveau de développement d'un hôpital ou de recherche, de pouvoir mettre sur cette chaîne. Voilà, c'est HL 7 depuis longtemps, je veux dire, pour le langage médical à travers la circulation des données et un très gros avancée avec le ROS2 que tu dois connaître, qui est véritablement l'adaptation des interfaces et des couches de langage entre toute la robotique. Hein. En tout cas. Je voudrais juste rebondir exactement. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Et c'est essentiel. Je pense que il faut qu'on soit conscient de la richesse de nos données en tant que praticien, en tant que médecin, en tant que chercheur, et qu'on soit aussi en capacité de la défendre. Et donc, comme l'a très bien dit le docteur Couffignal, il faut être capable de structurer nos échanges avec l'industrie, avec l'innovation dans le monde privé, qui est bien sûr une part importante de l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut être capable de leur dire que nous avons une donnée qui est une donnée qui va définir l'utilité et qui va valider l'outil qui est en train d'être développé. Et donc, il faut qu'on soit dans notre négociation et dans notre interaction
toujours en capacité de maintenir une souveraineté sur cette donnée. Parce que sinon, on se retrouve dans des situations que je connais bien, moi, par exemple en neurochirurgie ou la chirurgie rachidienne, on a par exemple des logiciels propriétaires qui se sont nourris de plein de données publiques de patients pour définir, par exemple, des approches pour les scolioses, etc. Et puis, en fait, on n'a plus accès à ces données. Je veux dire, moi, en tant que chirurgien, je ne fais pas de chirurgie spinale, mais j'ai participé en tant qu'interne à la chirurgie spinale. J'ai rentré des données de patients publics, c'est de l'intelligence collective, comme le disait Dr. Kofian au début de... Et c'est ça, donc c'est nos données. C'est les données de l'État français, des Français, des Belges, des Européens. Et ces données, elles doivent servir à améliorer nos outils pour aussi notre bénéfice. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait cette conscience et qu'on fasse des efforts de conscientisation sur comment structurer, parce qu'effectivement, il n'y a pas que l'open source, mais comment structurer nos interactions pour toujours protéger nos données et en tirer le maximum dans nos interactions. En ce qui concerne les données justement black box ou open source, vous parlez de souveraineté. Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'on ait vraiment une souveraineté des données? Vous-même, vous avez travaillé aux États-Unis, donc vous allez travailler forcément sur d'autres données. Et vous-même, dans votre projet Neura, je crois que vous travaillez sur de l'open source. Donc vous utilisez des données qui sont pas, je dirais, qui sont des données universelles, quoi, qui sont transmises. Donc, c'est la question de la souveraineté. Donc, pensez-vous vraiment que, parce que j'ai eu du mal à comprendre si vous étiez plutôt sur un projet style black box avec des données qui sont extrêmement fermées, contrôlées, vérifiées, ou si vous êtes plutôt en faveur d'un open source, auquel cas la souveraineté est un petit peu problématique quand même. En fait, je ne pense pas que l'open source est contradictoire avec la souveraineté. Au contraire, je pense que l'open source est un avantage dans une quête de souveraineté parce qu'en fait, ça permet une transparence. Le problème des grands modèles de langage, on va simplifier, c'est qu'il y a une grande différence entre la transparence et l'open source sur la partie algorithmique, sur la manière dont le modèle a été créé, développé et entraîné. Et puis sur les données d'entraînement. Donc, vous pouvez avoir un modèle open source d'un point de vue algorithmique sur sa construction, son architecture, mais après, vous pouvez avoir des grandes parts d'ombre sur les données sur lesquelles il a été entraîné. C'est le grand débat, la grande problématique qu'il y a avec OpenAI et les copyrights, etc. Parce que si on est tous un peu honnêtes, on sait tous qu'OpenAI a entraîné ces modèles sur en fait l'entièreté de la production humaine qui est accessible par Internet. Point barre. Et donc, en fait, ils ont entraîné un modèle, ils sont très intelligents et chapeau bas pour avoir développé une architecture qui le permet, etc. Mais en fait, ils ont développé un outil qui est pour une part issu de leur innovation, de leur intelligence, etc. Et pour une grande part issu de la création humaine depuis Mathusalem, qui a juste été par ailleurs digitalisé sur Internet, par rapport à des échanges, etc. Et c'est aussi, par exemple, de manière assez illustrative, ce qui est en train de se passer avec Grok et le modèle de X-Twitter, où en fait, on sait très bien que là, actuellement, on utilise Twitter, qui est une plateforme quasi une cybernétique de connexion de tous nos cerveaux constants avec un channel de communication 24 sur 24, instantané, etc., pour développer leur modèle, pour l'améliorer. Et donc, la question, c'est actuellement, quand moi je fais un tweet, probablement que je participe à l'entraînement de leur modèle. Et quand vous utilisez ChatGPT, ils vous demandent souvent, pour ceux qui l'utilisent le plus souvent, ils vous demandent souvent de choisir la réponse. Parfois, ils vous proposent deux réponses et ils vous disent laquelle tu préfères. Quand vous faites ça, vous choisissez, c'est en fait du human in the loop, c'est en fait de l'apprentissage renforcé. Vous choisissez la réponse, le modèle intègre que c'est votre réponse préférée. Donc vous êtes, comme on disait avant, vous êtes aussi part du produit. Et donc je pense que c'est pour rejoindre ce que disait, c'est comment on structure notre capacité d'interagir avec tous les acteurs et de forcer tous les acteurs à être en responsabilité. Parce que le problème, c'est qu'il y a une espèce de course à l'arme IA, et donc il y a IA, et c'est un peu ce qu'on voit avec l'attitude américaine récemment, d'essayer de rapatrier la production de GPU taïwanais sur le sol américain, de contrecarrer DeepSeek, etc. Il y a une espèce de course effrénée qui peut devenir dangereux pour des principes sur lesquels nous, probablement, on va être les derniers en tant qu'Européens, avec notre culture et notre histoire, à accepter on va dire, de marcher sur ces principes. On ne le fera probablement pas. Et donc, est-ce qu'on doit être, en plus de ça, pénalisé par un retard technologique? Il faut qu'on réfléchisse à ça rapidement. Merci. Alors, une question. Il y a trois questions, on arrête après là. Je vais aller rapidement.
Puisque tu étais en train de parler, d'abord je te remercie pour faire un rappel sur les open data, open source et d'où c'est venu. Et effectivement, le point majeur, c'est la souveraineté. Elle va se faire au niveau européen et je pense que tu le sais. La deuxième chose, ne jamais oublier que une des raisons pourquoi il y a eu l'IA Act viennent des problèmes d'open source des États-Unis, ne serait-ce que le robot chirurgical Intuitive qui a utilisé toutes les données qui appartiennent à Intuitive, ce qui est scandaleux parce que les données des patients n'appartiennent pas. Donc ça, c'est garde en mémoire que le IA Act protège et c'est très important parce que justement, ça ne sera qu'au niveau européen avec les autorisations. Ma question, c'est que pour en revenir à l'application de l'IA, parce que je ne pense pas qu'il y aura une IA, mais plusieurs IA, il faudrait l'IA est performante en fonction de la question posée et qu'est-ce que tu veux lui faire faire. Si c'est pour je me débarrasse de la tâche, je vois aucune utilité, franchement. Et deuxièmement, aux États-Unis, l'IA, en chirurgie notamment, hein, il ne faut pas oublier que l'IA est utile à cause des systèmes, puisque ce sont des hôpitaux qui travaillent pour assurance, et c'est pour économiser. Tu vas avoir des patients aux États-Unis qui ne vont pas être opérés parce que ça va coûter trop cher. Ça, on n'en veut pas en Europe. Moi, l'IA prédictif pour dire qu'il va me dire c'est un malade grave, 40% de mortalité, etc. Donc on ne touche pas. C'est ça que ça veut. Et alors il faut faire très attention. Qu'est-ce qu'on veut en faire de cette IA? Si c'est l'IA pour le professionnel, pour améliorer, oui. Si c'est l'IA pour restrictif aux mains des assurances de santé, ce que certains veulent faire, Est-ce que tu as une question? Ben, ma question, c'est que je pense qu'il a posé, c'est par rapport aux États-Unis, puisque tu vas travailler aux États-Unis. Comment tu vas faire le lien entre les deux avec la cybersécurité et séparer les datas des deux continents, on va dire? Vu le temps, je vais répondre en quelques secondes. Je pense que l'IA Act, c'est important. Le problème, c'est que la folie régulatoire aussi va nous miner et que donc après, on doit toujours être en capacité d'avoir des compétences technologiques pour pouvoir parler d'égal à égal avec les autres et leur imposer aussi nos valeurs et nos pratiques. Pour les États-Unis, je pense que bah, la France a l'avantage d'avoir des données structurées d'un point de vue national et que donc l'IA prédictive, c'est essentiel. Ces données nationales peuvent servir avec des garants médecins. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on ait des profils hybrides qui sont en capacité de comprendre de quoi ils parlent et qui sont en capacité de diriger cette recherche. Et que donc, je pense qu'on ne doit pas jeter on va dire le bébé avec l'eau du bain, mais qu'on doit juste être en capacité rapidement d'avoir les mains dans le cambouis. C'est ça que ma vision des choses. Alors, question courte, Antoine Greux, réponse courte. Oui, merci pour la présentation. Alors, j'avais un commentaire et puis effectivement une question. On parlait des startups françaises. Il y a une startup qui est très reconnue, non pas dans le monde de la santé, mais qui développe des small language models, donc des agents. Tu parlais notamment de la révolution agentique. Pour des startups, vous n'avez pas accès, imaginons, à un directeur marketing, à un directeur juridique, etc. Et vous pouvez les sélectionner sur étagère. Je me posais la question si, dans le domaine de la santé, si c'était possible. Imaginons un agent chirurgie 4.0 accessible aux différents chirurgiens d'un établissement et sur quel type de données, en fait, de matière il fallait s'appuyer pour éviter donc des biais de cognitifs, de réflexion et pouvoir derrière avoir une intelligence dans le questionnement qu'on poserait à cet agent-là à disposition de professionnels de santé. C'est ce que nous, on essaie de développer. On a plusieurs domaines d'application. Donc, par exemple, on essaie de développer des pipelines agentiques pour le consensus médical. Donc, vous savez bien que quand vous faites un consensus sur la prise en charge chirurgicale de telle pathologie, vous devez avoir les cliniciens, les chirurgiens, vous devez avoir tout ce beau monde réuni, faire un consensus de Delphes ou autre, plein de techniques. Ça prend énormément de temps et ça prend énormément de ressources administratives. Donc, nous, on a par exemple un projet de développement d'un pipeline avec des agents, un agent administratif, un agent qui joue le rôle de consensus chirurgical, de consensus clinique. Et on essaie si vous voulez, de créer des avatars pour certaines parties qui sont facilement accessibles à l'IA et qui ne nécessitent pas la contribution du raisonnement original et du raisonnement de haut ordre humain. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Ça, c'est un exemple. On le fait aussi dans le triage aux urgences.
Donc, un agent, par exemple, de triage infirmier, un agent d'encodage pour l'assurance, pour l'assurance santé, etc. Un agent, voilà. Maintenant, je pense que pour éviter les biais, c'est les mêmes problématiques que dans les modèles classiques. Ça va être sur quoi vous allez entraîner le modèle et sur quoi vous allez le fine-tuner. Donc, si vous entraînez le modèle sur 5 livres historiques de chirurgie vasculaire d'avant les années 40, vous allez avoir des solutions de chirurgie vasculaire d'avant les années 40 et qui sont probablement plus celles adaptées aux années 2000. Donc, ça va être une question de données d'entraînement et ça va être aussi une question de supervision humaine et de human in the loop, comme on dit, donc d'avoir une capacité d'avoir systématiquement, de manière intelligente et de manière efficiente, c'est ça le mot-clé, parce que c'est facile d'avoir quelqu'un dans la loupe, c'est difficile de le rendre efficient et d'avoir un incitant pour que l'humain participe dans l'algorithme décisionnel de l'IA. Ça, c'est ce qu'on travaille, mais j'aurais pas le temps mais on peut en discuter après avec plaisir. Oui, alors moi, ce que je trouve, ce qui est très séduisant avec le docteur Barit, c'est qu'il part de ses données avec son algorithme. Et donc, ma question est la suivante. Même si vous êtes belge, vous travaillez sur des patients marseillais, ou enfin, en tout cas, donc vous avez des données que vous connaissez. En France, la recherche clinique, elle est faite par moins de 10% des chirurgiens et qui permet de faire valider des actes, des DM, etc. Or, elles ne sont pas basées sur les données médicales de 90% des chirurgiens. Qu'est-ce que vous en pensez? Et comment pensez-vous qu'on puisse résoudre cette affaire? Je pense que c'est un drame parce qu'on est en train en fait, on parle de biais. Si vous avez les 10% de chirurgiens académiques qui ont la capacité, parce qu'ils ont eu le temps protégé de faire de la science, de faire de la recherche, vous allez avoir des biais définis par ces 10% de chirurgiens. Et vous passez sur un trésor d'informations, une mine d'informations énorme, qui sont par exemple les 90-95% de chirurgiens libéraux qui travaillent au jour le jour, qui ont parfois des résultats chirurgicaux meilleurs que dans certains centres universitaires, parfois l'inverse. Et donc tout ça, est passé sous silence. Nous, ce qu'on fait, j'ai un exemple concret pour vous donner, pour illustrer ça, c'est que par exemple, il y a un de mes confrères, le docteur Albaraj Raji, mais je dis qu'il y a un terme en neurochirurgie qui est intéressant en chirurgie spinale. Et par exemple, la chirurgie spinale endoscopique est une chirurgie qui est beaucoup plus présente et beaucoup plus pratiquée dans les centres, en tout cas en Belgique, dans les centres non académiques. Et donc, il y a toute une expérience qui n'existe pas dans la littérature scientifique. Et ce qu'il fait, c'est que justement, il utilise un de nos pipelines agentiques. Ce qu'il fait, c'est qu'on on a créé un consensus avec ces chirurgiens, qui sont des chirurgiens libéraux, pour la majorité d'entre eux, pour aller récolter leur intelligence collective. Mais en fait, on s'est adapté à leurs problématiques, à leurs besoins. Un chirurgien libéral n'a pas 3 heures ou 4 heures de temps protégé scientifique par semaine pour se poser derrière un bureau, rédiger un manuscrit, etc. Donc, on a fait tout un pipeline où on arrive à collecter en 5 à 10 minutes par session l'information du chirurgien libéral pour que lui, il soit motivé à participer dans l'étude. Et puis après, on fait tout le travail administratif, on essaie de le minimiser et le travail de recherche par notre pipeline VIA. Et donc là, maintenant, on a une petite centaine de chirurgiens libéraux qui ont participé dans un effort de consensus. Ce qui n'aurait jamais été possible avec une approche conventionnelle où on fait une espèce de réunion à l'académique autour d'une table en demandant aux gens d'avoir un jour entier pour faire un consensus. Samy, il faut qu'on avance. Il y a une question. Je voulais dire simplement que là, juste un mot là. C'est là l'intérêt, c'est qu'on ne l'a pas développé aujourd'hui, mais d'un élément essentiel. Je veux dire, c'est l'apprentissage fédéré. Je veux dire, parce que ça se fera automatiquement entre les centres et entre les volontaires.